Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à cette émission, à ce nouveau numéro de HK Today Télévision, votre chaîne de prédilection. Aujourd'hui, nous sommes avec monsieur Emmanuel Ndimwiza, l'environnementaliste, activiste des droits de l'environnement, activiste des droits humains. Bonjour monsieur Emmanuel, bonjour. Bonjour chers journalistes. Voilà, aujourd'hui nous sommes en train de vouloir aborder un point par rapport au gouvernement souminois Judith qui a fait déjà plus de 100 jours à la gestion du gouvernement congolais. Et aujourd'hui, il y a la problématique de l'environnement, bien évidemment, mais aussi la problématique de la gestion des ressources naturelles de la RDC. Monsieur Emmanuel Ndimwiza, connaissez-vous le ministre actuel des hydrocarbures en RDC? Comment vous le jugez pendant ce peu de temps qu'il est à la commande de ce ministère? Merci beaucoup, chers journalistes, parce qu'au-delà de cette petite présentation que vous venez de faire, moi, Emmanuel, en tant qu'activiste militant pour la justice climatique, je suis aussi quand même le chargé de programme aussi d'une organisation qu'on appelle Congo Nouveau. Et au sein de cette organisation, qui est membre d'ailleurs du consortium Congo n'est pas à vendre, nous sommes en train de mettre en place une campagne qu'on appelle Hangena Rushwa. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre que je vais essayer d'argumenter ou de donner mes points de vue par rapport à la situation, que ce soit donc environnementale, climatique ou climatologique. Hangena Rushwa, c'est en Swahili quand même. Hangena Rushwa, c'est en Swahili, qui veut dire en tout cas faites attention avec la corruption, parce qu'on sait que la corruption c'est un mal qui gangrène notre société, et la corruption est devenue autorisée, tolérée et institutionnalisée dans notre pays, parce qu'il ne se passe une journée sans que l'on ne détourne et encore des millions de dollars. Et nous, dans ce cadre de cette campagne Hangena Rushwa, nous sommes beaucoup plus dans les secteurs des hydrocarbures, mais aussi dans les secteurs de la bonne gouvernance, par exemple les processus électoraux et tout le reste. Par rapport à la situation actuelle sur le plan de l'environnement, c'est que je peux dire le nouveau ministre des hydrocarbures, Aimé Sakombi Molendo, c'est l'actuel ministre des hydrocarbures, qui nous a rassuré d'ailleurs non seulement de l'exploitation des hydrocarbures, des fossiles, de pétrole, des gaz dans notre pays, mais quand même il a dit qu'il va tenir compte de prescrits du développement durable, il va tenir compte des capacités des entreprises soumissionnaires pour exploiter les hydrocarbures, notamment les pétroles, les gaz et les charbons, mais aussi non seulement de la capacité technique, mais aussi la capacité financière, parce qu'on s'est rendu compte que les entreprises qui étaient impliquées ou les entreprises soumissionnaires aux différents blocs pétroliers, gaziers, tout comme l'exploitation même de la forêt, c'était des entreprises non seulement fictives, mais aussi il y a des entreprises qui n'ont pas la capacité technique, la capacité financière et la capacité sur le plan des ressources naturelles. Et nous, par rapport à la question de l'évolution de l'environnement, du climat, de l'écologie dans notre pays, 100 jours du ministre, donc du gouvernement souminois, ce qu'il faut dire est que nous sommes toujours confrontés à des aléas climatiques. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de vivre toujours cette crise liée à l'écologie, liée au climat, notamment les changements et le réchauffement climatique. Et cela m'empêche de convoitises même des multinationales qui sont toujours à la recherche de quoi? Des fossiles, notamment les pétroles, les gaz et les charbons. Et on sait que ce sont d'ailleurs les principaux, en tout cas, facteurs qui déclenchent les changements climatiques et les réchauffements climatiques, avec tout ce que nous connaissons comme impact de ces changements, réchauffement climatique, parce que une fois il y a la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ça va détruire la couche d'ozone. Or, c'est la couche d'ozone qui nous protège contre les rayons ultraviolets du soleil. Et lorsque cette couche d'ozone est détruite, bien sûr, à l'issue des activités anthropiques ou activités humaines, notamment l'industrialisation, parce qu'on sait que l'industrialisation pollue l'atmosphère. Il y a aussi
de bâtiments résidentiels, parce que plus on est en train de construire, plus il y a cette urbanisation croissante, on est en train aussi d'impacter sur l'environnement. Il y a aussi l'agriculture, et avec l'agriculture, il y a ceux qui utilisent par exemple des produits chimiques, il y a l'exploitation par exemple de matières premières comme l'or par exemple. Vous avez suivi d'ailleurs à un moment donné qu'au sud Kivu, on a utilisé de la cyanure lorsqu'on était en train d'exploiter de l'or dans les Chabunda et le reste, et on est en train de polluer au fait des rivières. Et que donc aujourd'hui, 100 jours après le gouvernement souminois, on ne sent pas en fait l'engagement du gouvernement à faire face à ces changements climatiques. Et nous, qu'est-ce qu'on nous propose? Pour le pays, par exemple, le moins pollueur, parce qu'il n'y a pas de pays qui ne pollue pas, pour le pays moins pollueur, on est en train de proposer qu'il y ait de l'adaptation. Donc, qu'on puisse s'adapter. Mais pour le pays pollueur, il faut atténuation. Donc, il faut réduire. Et puis, il y a le principe que moi-même d'ailleurs je ne suis pas d'accord, le principe de pollueur-payeur. Parce que c'est impossible de polluer pour nous récompenser. C'est impossible de nous tuer pour nous payer. Parce qu'il n'y a pas ce qu'on peut nous payer pour nous tuer. Et là, il faut que le gouvernement, par exemple, congolais, puisse s'impliquer exactement dans la logique de ces accords de Paris sur le climat de 2015 pour arriver à réduire en fait, les degrés. Parce qu'aujourd'hui, le monde est en train d'aller au-delà de 1,5 degré. Et tous ces gouvernements signataires de ces accords de Paris sur le climat de 2015, donc la COP21, se sont engagés à faire quoi? À réduire. Mais malheureusement, au lieu de réduire, les gouvernements sont en train de s'impliquer encore, sont en train de financer les multinationales. Il y a les banques occidentales, par exemple, qui financent encore les entreprises pour venir exploiter les hydrocarbures, pour venir exploiter les fossiles, le pétrole, le charbon et le gaz. Et aujourd'hui, on ne sent pas vraiment, que ce soit le ministre de l'Environnement, que ce soit le ministre des hydrocarbures, que ce soit le ministre, donc que ce soit notre dame première ministre, on ne sent pas cette capacité de s'impliquer pour faire face au changement et réchauffement climatique. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à la pénurie d'eau. Nous sommes en train d'assister à la montée des eaux même du lac Kivu. Nous sommes en train d'assister à l'insécurité alimentaire. Donc, sur le plan agricole, que ce soit l'agriculture, l'élevage et la pêche, il y a toujours de l'insécurité. Et tout ça, c'est le fruit au fait de ces changements et réchauffement climatique. Et nous, on ne sent pas vraiment les efforts, l'implication du gouvernement souminois dans la lutte contre ces changements et réchauffement climatique. Merci beaucoup, monsieur Emmanuel. Comme l'occasion faisant le larron, quand même, nous pouvons en parler. Suite au réchauffement climatique, parce que vous l'avez évoqué, il y a les eaux des lacs et des rivières qui montent. Et nous avons assisté à une catastrophe naturelle en bateau qui était à 200 mètres de la rive à Goma et qui a coulé parce qu'il y avait des vagues. Est-ce qu'un des facteurs de réchauffement climatique? Et puis, une sous-question peut-être, nous sommes en train de voir comment le processus de repêchage de ces corps qui restent dans les lacs et le processus d'enterrement de certains corps qui sont déjà retrouvés. Beaucoup de magouilles. Est-ce que vraiment digne dans un gouvernement responsable? Bon, en fait, c'est qu'il faut arriver à préciser. Surtout que nous sommes en train de lutter contre la corruption. Exact. Ce qu'il faut arriver à préciser, c'est que d'abord la vague existe depuis la nuit des temps. Parce que sur les lacs Kivu, la vague a toujours existé, je pense que depuis l'existence même de ce lac Kivu. Donc les vagues de ces derniers temps ne sont pas le facteur du réchauffement climatique. En tout cas, je n'appellerai pas ça que ce sont des facteurs au fait, du réchauffement climatique. Parce que même le réchauffement climatique n'a pas commencé aujourd'hui comme le changement climatique. Ça a commencé en tout cas il y a très longtemps. Mais avec des activités accélérées, donc les activités anthropiques accélérées, sur l'environnement, il y a maintenant des facteurs déclencheurs. Plus on exerce la pression sur les biodiversités, sur l'environnement, sur l'écologie, il y a aussi ces facteurs très vite, avec une vitesse très élevée aussi, d'accélérer ce changement et réchauffement climatique. Mais la vague a toujours existé. Mais ce que je déplore dans ce qui s'est passé, dans ce drame qui s'est passé sur le lac Kivu, c'est qu'il y a aujourd'hui de bateaux qui n'ont pas, en fait, qui ne sont pas autorisés à naviguer, vu
leur capacité technique, vu leur état très vétuste, vu aussi, par exemple, la capacité. Vous avez vu la route d'abord Goma-Minova, c'est une route, je dirais, fermée, parce que non seulement de l'insécurité, mais aussi il y a beaucoup de tracasseries sur cette route. Et puis aussi délabré. Et puis au-delà de la route, il n'y a pas de bateau par exemple qui quitte Goma vers Minova comme le trafic Goma-Idjwi, Goma-Bukavu. Il y avait un seul bateau qui quittait Goma vers Minova et c'est le bateau MV Merdi qui malheureusement s'est noyé. Et puis les gens, il n'y a que 2 bottes et vous avez suivi même l'actualité de bottes, c'est presque chaque semaine qu'il y avait noyade sur ce lac Kivu. Et aujourd'hui, quand je vois par exemple un ensemble de mesures que le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba a pris, c'est que ce sont des mesures au fait qui ne viennent pas résoudre le problème sur le lac Kivu. Quand on dit on ne va plus naviguer, on ne va plus faire des navigations nocturnes et le reste, tout ça, ce sont en fait des choses que, en tout cas, qu'on peut qualifier d'amateurisme, d'immaturité même dans la prise de décision. Est-ce que les bateaux qui se noient sur le lac Kivu, ce sont des bateaux qui se noient le soir ou la nuit? La plupart des noyades, d'abord, qui se passent sur le lac Kivu, c'est toujours des noyades nocturnes, des noyades diurnes, donc la journée. Et tout ça, moi je pense qu'il fallait prendre des mesures, au fait, concrètes, des mesures pratiques. Pourquoi? J'ai vu en 2019-2020, lorsqu'il y avait encore une noyade à Calais, le président de la République a dit on va construire des quais d'accostage à Calais. On va mettre à la disposition de la population de la chefferie de Bukavu, on va mettre des bateaux à leur disposition. Mais malheureusement, des gilets de sauvetage. Et les quais d'accostage n'existent pas. Et les bateaux qui devraient desservir cette contrée n'existent pas. Et les gilets de sauvetage ne sont pas portés. Tout ça sous l'œil impuissant, non seulement des services chargés de sécurité au port et sur le lac, DGM, au FIDA, je ne sais pas, quoi, tous ces services-là. Il y a des marais, il y a police lacustre, j'ai vu, on a suspendu les chefs de poste. Tout ça, ce sont des services qui devraient veiller à certaines mesures, mais malheureusement. Et puis les bateaux qui s'est noyé, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont venus et qui voulaient voyager via ces bateaux, parce que c'est les seuls bateaux qui étaient disponibles. Et puis le bateau, via cette capacité, n'a pas pu résister. Et que donc, aujourd'hui, il y a c'est vrai des changements et réchauffements climatiques qui se font voir aujourd'hui. Il y a d'autres quand même, il y a d'autres catastrophes qui nous arrivent, mais qui devraient être évitées si réellement on avait un bon système de gestion. Depuis le jeudi passé, aujourd'hui mercredi, pratiquement 7 jours depuis que ce bateau avait coulé, y a-t-il des incidents sur le plan climatique de ces corps qui restent dans les lacs? Bon, les incidents climatiques jusque-là, je ne saurais pas les calculer ni les mesurer, mais ce qu'il faut dire, certainement, les corps, par exemple, en restant sous l'eau, ou bien les corps qui vont flotter sur les lacs, qui vont accoster sur un certain nombre de coins et recoins, c'est que sur le plan climatique, sur le plan écologique, sur le plan de l'environnement, c'est qu'on peut avoir pollution, par exemple des eaux du lac et le reste, avec le contexte d'ailleurs de la ville de Goma. Nous consommons les eaux du lac Kivu. Jusque-là, il fallait attendre par exemple les diagnostics de médecins et d'autres chercheurs, professeurs d'université, pour arriver à déterminer si réellement, si ces corps restaient aussi longtemps sous les eaux, ou si ces corps parvenaient à flotter, s'il n'y a pas par exemple d'incidence négative sur le plan de la santé, par exemple des gens qui vont consommer les eaux de lac Kivu. Mais en tout cas sur le plan par exemple de l'environnement, sur le plan de l'écologie, c'est que c'est de la pollution en fait de ces eaux. Mais attendons les avis des experts, attendons les avis des médecins, des autres chercheurs environnementalistes, professeurs d'université qui mènent beaucoup plus de recherches sur les eaux du lac Kivu. Peut-être à la longue, ils vont déterminer ces différents facteurs. Surtout que presque chaque jour, il y a des femmes de ménage qui effectuent des vaisselles, des lessives sur les lacs Kivu. L'eau consommée, bien évidemment, dans la ville de Goma.
Bon, certainement qu'à un moment donné, j'avais traité même sur la pollution des eaux de lac Kivu. Et on a compris que les eaux de lac Kivu, en fait, ce sont des eaux, en tout cas, tellement polluées. Tellement polluées au point que toutes les toilettes d'abord, que ce soit des Goma, des Bukavu, des Gisenyi, des Kamembe et tous les riverains, par exemple, qui se trouvent sur le lac Kivu, toutes leurs toilettes se déversent dans le lac Kivu. Lorsque vous balayez, que ce soit les déchets de vos chiens, tout ça se déverse dans le lac Kivu. Et aujourd'hui, le lac Kivu, en fait, c'est l'épicentre même de quoi? De toutes ces pollutions. Et aujourd'hui, avec ces contextes, nous consommons ces eaux de lac Kivu. On ne sait pas à quel degré, par exemple, on parvient à tuer ces degrés de pollution ou les microbes qui y sont. Mais en tout cas, c'est d'appeler toujours aux décideurs politiques, aux gestionnaires, aux gouvernants, de veiller à ce que les gens puissent exactement consommer quand même l'eau propre. Parce que si on continue comme ça, on sera en train d'exposer les gens à ces dangers sur le plan de la santé et ça va peser énormément sur le budget de l'État parce que le gouvernement va investir dans le cadre de la santé de sa population et ça va peser. Mais ce sont des dégâts qu'on aurait pu éviter si réellement on s'impliquait dans cette logique de ne pas polluer les eaux de la Kivu. On ne peut pas ne pas en parler, M. Emmanuel. Il y a la semaine passée qui a été caractérisée par le grève des creuseurs artisanaux dans plusieurs entreprises qui exploitent le minerai en province du Nord Kivu, Sud Kivu, dans la partie est de la RDC. Comment avez-vous trouvé cette situation également? Parce qu'on est en train de parler, on est quand même en train de parler de blocs pétroliers et gaziers quand même. Bon, au fait, que ce soit au Nord Kivu, tout comme au Sud Kivu, j'ai vu aussi le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi au Sud Kivu. Il avait suspendu d'ailleurs presque toutes les carrières d'exploitation de minerais au Sud Kivu et qu'il fallait d'abord trouver un compromis, un terrain d'entente pour que et les gouvernements et les creuseurs, tout comme la communauté aussi, que tout le monde puisse en bénéficier. Et au Nord Kivu, c'est la même logique en fait. Mais ce que je peux dire est que on dirait que c'est la continuité des différents régions. Chaque gouverneur, par exemple, qui arrive, il essaie de créer un peu de zones d'ombre, essaie d'embrouiller la situation pour que exactement ces creuseurs viennent les rencontrer, essayer de changer le reste. Jusque-là, forme de corruption. Bon, moi j'appellerais ça forme de corruption parce qu'on ne parvient pas à asseoir un système qui protège et les gouvernements, et les creuseurs, et la communauté. Mais si on mettait en place un système de gestion, de façon que les autres gouvernements qui viendront rencontrent quand même qu'il y a un système de gestion, qu'il y a un système fort qui aide et les gestionnaires, et les gouvernants, et la communauté, et les creuseurs, et que tout le monde en profite. Mais en suspendant par exemple les creuseurs. Bon, qu'est-ce que ça change sur le plan, sur le vécu quotidien par exemple de la communauté? Est-ce que nous, on n'assiste plus à des grèves d'enseignants par exemple? Ça, depuis le début, depuis l'ouverture des écoles. Depuis le 3 septembre, date où jusqu'aujourd'hui, les enseignants sont toujours en grève. Mais on a suspendu les creuseurs, on a, je ne sais pas quoi, il y a toujours des taxes par-ci, par-là. Mais qu'est-ce qu'on fait pour sauver cette génération qu'on est en train de condamner? Si aujourd'hui on proclamait l'année blanche, parce que les enseignants continuent à camper sur leur position, de dire si on ne parvient pas à nous payer $500 le mois, c'est qu'on va continuer aussi le mouvement de grève. Si par exemple l'UNESCO parvenait à dire qu'il y a année blanche en RDC, bon, qui gagne? Nos enfants vont devenir des enfants communément appelés les enfants de la rue, comme si la rue met au monde. Nos enfants, certains vont intégrer les groupes armés, d'autres vont devenir des Koulouna ici dans la ville, d'autres vont peser sur la sécurité même de la ville. Et tout ça, c'est le gouvernement qui en pâtit. Si le gouvernement aujourd'hui ne veut pas investir dans l'éducation de nos enfants, c'est que ça va être compliqué. Et tout ça, c'est pas parce que on n'a pas par exemple de minerais dans notre pays. Et tout ça, c'est toujours dans la poche de part. Et ça fait partie
même de cette corruption que nous sommes en train de décrier, lutte contre la corruption. Parce que la corruption, en fait, ce n'est pas seulement dans les secteurs des hydrocarbures, ce n'est pas seulement lors des élections. La corruption est partout et dans tous les secteurs. J'ai dit la corruption aujourd'hui dans notre pays est institutionnalisée, autorisée et vraiment acceptée par différents acteurs. Parce qu'il ne se passe une journée sans que l'on soit au courant de X ou Y détournements, cas de corruption dans notre pays. Et là, nous sommes en train de décrire dans tous les secteurs, en tout cas, il y a la corruption. Emmanuel, pour finir, que faire pragmatiquement pour mettre fin à cette corruption longtemps vécue en RDC? Pour mettre fin à la corruption, en fait, c'est très clair et c'est très simple. Il faut mettre fin à l'impunité. Les textes sont clairs, qu'on applique les textes dans le cadre de la lutte contre la corruption. Si on n'applique pas les textes, si on ne lutte pas contre l'impunité, c'est que nous, mais ça sera bizarre. Imaginez-vous, vous êtes ministre et vous détournez. Mais demain matin, on vous met en prison, 48 heures après, on vous libère. Mais pour vous gratifier, on vous donne un autre poste ministériel. Vous avez acheté, je vis avec le débat sur des forages. Les gens se sont partagés les gâteaux. Et puis, pour faire plaire à l'opinion, on a arrêté un des ministres du développement rural, 48 heures après, 45, 48 jours après. Il est libéré. Aujourd'hui, il est où? Il est libre. Mais est-ce que l'argent est rentré dans la caisse de l'État? C'est lui qui était là pour autoriser le décaissement de l'argent, pour le gratifier. Aujourd'hui, il est où? On a connu avec le ministre des hydrocarbures. Aujourd'hui, c'est un ministre gratifié. C'est que si on ne veut pas mettre fin à l'impunité, ça signifie qu'on ne va pas aussi lutter contre cette corruption. Il faut mettre fin à l'impunité. Il faut appliquer les textes sur ce que disent les textes. Et là, ça va nous permettre de lutter contre cette corruption. Emmanuel Dimouza, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.